Bonjour à toutes et tous. Fragment reçoit le docteur Nasser Mansouri, neurochirurgien et grand sportif. Il évoque son parcours d'Alger à Nancy, où il est devenu, en quelques années, un pionnier mondial en microchirurgie robotique. Il nous raconte ses difficiles opérations, leur longue préparation, aussi bien médicale, mentale, mais aussi physique, ce qui l'a amené à pratiquer le sport à très haute intensité, une activité dévorante dont il nous parle avec autant de passion que de son métier. Belle écoute. Bonjour docteur Mansouri. Vous êtes né en Algérie il y a un peu plus de 40 ans, vous avez fait vos études de médecine. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre enfance et votre famille? Oui, en effet, ça me rajeunit pas, mais il y a 46 ans, il y a peu de temps, je suis né en Algérie, à Hussein-Dey. C'est un quartier d'Alger, d'une mère rhumatologue et d'un père radiologue. Vous étiez prédestiné quand même. Oui, 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 prédestiné, oui, peut-être. Je pense pas, parce que mon frère, il a choisi une toute autre voie. D'accord. Et il n'y a pas eu d'obligation à faire médecine, mais voilà, je suis né à Alger, j'ai passé mon enfance, mon adolescence à Alger, en Algérie, j'y ai passé mon bac, et c'était une période avec une enfance et une adolescence très heureuse. J'ai fait un bref passage pendant 2 ans durant mon enfance à Lausanne, où mon père travaillait là-bas D'accord. en tant que radiologue. Et on est resté 2 ans en Suisse. C'était des années où enfin, j'étais encore jeune, j'avais je crois 4-5 ans, même pas. Et je m'en souviens encore, c'était des années assez heureuses. Et on a passé, bon, il y a eu la décennie noire en Algérie durant mon adolescence. Donc on a eu une adolescence un peu rock'n'roll, on va dire. Ouais. Mais bon, vous savez, quand on est dans une famille où on est assez avec des liens forts, on passe toujours à l'adversité. De toute façon, je pense que l'être humain est fait pour survivre, quelle que soit la situation. Même si c'était une décennie noire, mais au final, il y a eu des mariages, il y a eu des fêtes. Ouais. Il y a eu aussi des choses plus tristes auxquelles on a été confrontés. Mais malgré tout, l'être humain est fait pour se souvenir que des bonnes choses. Et Vous moi, pourriez peut-être rappeler ce qu'est la décennie noire en Algérie? La décennie noire, c'est une sorte de guerre civile avec des divergences politiques au sein d'une population. C'était en Algérie et voilà, on a été confronté à l'extrémisme religieux et politique et voilà, ça a déchiré le pays pendant une dizaine d'années. D'accord. C'est surtout le peuple qui a beaucoup souffert. Ouais, d'accord. Mais bon, au final, je pense que l'Algérie s'en est sortie plus forte. Qu'il y a eu, par exemple, ma génération, ça a été une génération qui a souffert de ça. Mais au final, voilà, bon, les gens ont continué à faire des enfants, à travailler, à faire des études. J'ai fait mes études de médecine en Algérie, à la faculté d'Alger. Je, mes enfants sont nés en Algérie. J'ai fait mes études de neurochirurgie aussi en Algérie. D'accord. Et après, je suis passé à une autre phase de ma vie où je suis venu en France. D'accord, on y reviendra. Est-ce qu'une odeur vous revient quand vous pensez à cette époque algéroise? Oui, il y a deux odeurs très particulières. Il y a le jasmin, D'accord. parce que il y en a partout, ça pousse très bien. Ok. Et dans le jardin, et le romarin. D'accord. Parce que ma mère, passionnée de... On est très francophile dans ma famille. Et, euh, et ma mère avait une certaine appétence pour le Midi et D'accord. la région. Et elle avait planté du romarin un peu partout dans le jardin. Et D'accord. donc, dès qu'il y en avait dès qu'il y avait mon frère ou moi étions un peu malades, ben, elle prenait quelques branches et on se faisait des tisanes au romarin et on respirait le romarin tout le temps. Et Donc, c'était efficace? je En tant suppose, que médecin, quasiment de je n'ai pas trop fervent. d'avis scientifiques sur ça, c'est pas trop ma spécialité, mais en tout cas, c'est des odeurs qui me ramènent, c'est une Madeleine de Proust. D'accord. Et quelle ville est Alger? À la fois de votre souvenir et peut-être aussi maintenant? C'est une ville méditerranéenne. Et pour moi, toutes les villes méditerranéennes, j'ai beaucoup voyagé, et se ressemblent. Il y D'accord. a cette mer fait que ça unit les peuples dans leur attitude et dans leur vision de la vie.
il y a une certaine nonchalance et partout c'est similaire, en Grèce, en Italie, en Croatie, peu importe, D'accord. à Marseille, c'est la même chose, c'est une sorte de petit désordre désordre organisé où les gens sont très colériques mais extrêmement chaleureux, D'accord. très humains et extrêmement détachés. C'est c'est quelque chose qui me convient bien. Ok. Je pense que mes origines font ce que je suis. Et voilà, mais c'est une ville qui est pluriculturelle, très très belle ville, que je recommande à tout le monde de visiter, Vous y évidemment. retournez régulièrement? Pas assez, parce que je travaille Oui. énormément et j'ai beaucoup de contraintes professionnelles qui m'imposent, disons que j'ai une vie à 1000 à l'heure, mais j'essaie d'y retourner au moins une fois par an, mais bon, pas chaque année, hélas. D'accord, très bien. Vous le disiez, hein, vous êtes ensuite arrivé en France, vous avez continué votre formation de neurochirurgien, si je ne dis pas de bêtises, à Aix-Marseille. Exactement. Alors, pourquoi avoir choisi la chirurgie et pourquoi celle du rachis? Alors, l'histoire de la chirurgie, c'est un peu rigolo parce que mon père étant radiologue, mon père est neuroradiologue. Ah, C'est l'un des premiers neuroradiologues en Algérie. Et lui, je pense qu'il avait une sorte de secret caché, c'est de vouloir devenir neurochirurgien. Mais il ne me l'a jamais dit, mais je pense que c'est vrai, j'en ai jamais parlé. il aurait pu? Oui, mais il a fait un choix, D'accord. c'était la neuroradiologie, c'était le cerveau, et il faisait des gestes interventionnels pour le cerveau. D'accord. Et au moment où j'ai eu mon internat, donc il fallait que je fasse un choix, étant un peu hyperactif, j'avais du mal à m'imaginer derrière un bureau toute la journée. C'est ce que lui faisait, c'est ça? Non, lui, Non, il pas faisait des forcément. gestes Oui, j'ai des gestes, d'accord. de neuroradiologue, mais il était très proche des neurochirurgiens. Et il m'a dit, voilà, écoute, Nasser, fais une liste et choisis, mais sans m'influencer. Alors moi, je fais une liste, j'étais perdu. Moi, je Ouais, suis une bonne patte. D'accord. Je suis une bonne patte, peu importe, ça me va. Vous n'aviez pas de préférence à ce moment-là? Non, pas de préférence. Et à la fin de ma liste, il m'a dit, mais tu sais, tu peux faire neurochirurgie. Hein. Je lui ai dit oui, je connaissais pas trop ce que c'était. Et paf, me voilà en neurochirurgie. Mais bon, mais je regrette absolument pas. Hein. D'accord. Et il fallait donc partir en France. Exactement. Ça n'a pas été difficile? Ça a été difficile, mais donc à l'époque, je décide de partir en France avec mon ex-femme du coup et mes enfants. Vous avez combien des enfants? J'ai toujours 2 enfants qui sont grands maintenant, mais à l'époque ils étaient jeunes, mais ils avaient à peine, je crois 5 ou 6 ans pour ma fille. Non, même pas. Hein, elle avait 4 ans ma fille et mon fils il avait 1 an et demi. Ah oui, donc c'est des Oui. jeunes enfants. Mais en fait, je venais finir ma formation en neurochirurgie à Alger. Je venais d'avoir mon diplôme, hein, et c'était un diplôme assez difficile à obtenir. En neurochirurgie, c'est très concurrentiel, les postes sont très restreints, et il fallait être le premier ou rien. Ah oui, d'accord. C'était un peu stressant, donc c'est une année de préparation entière en autarcie. Et ayant eu mon diplôme... Donc vous avez fini premier. Donc. Ouais, j'ai fini major de promotion de ma promo en Algérie, effectivement, avec co-majeur. On était 2. Ah. Voilà, mais c'est déjà très bien. Et on était co-majeur de promotion. Et donc, on avait un poste à Alger dans la meilleure, selon moi, le meilleur hôpital, le meilleur service d'Algérie de neurochirurgie, qui était le service de Bab El Oued de neurochirurgie, qui m'a formé et qui a fait ce que je suis, qui m'a donné mes valeurs. Et j'ai beaucoup de respect pour mes maîtres. Oui, bien sûr. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai fait 2 années d'assistanat et je voulais plus. Je voulais pas me contenter de ce que j'avais appris et il fallait que j'accélère encore un peu plus. J'ai cette obsession d'aller de l'avant. À tout point de vue, on y reviendra. Oui, effectivement. Et à l'époque, le service de Marseille de neurochirurgie de l'hôpital Latimone a été élu meilleur service de neurochirurgie de France.
Et donc, il fallait que je choisisse. C'était simple, il n'y avait pas de discussion, Ouais. c'était Vous Marseille. vouliez aller là, point. Oui, point, parce que je voulais aller. Vers les meilleurs. Si c'était les meilleurs, c'est que je pourrais apprendre. Je ne suis pas le meilleur, mais je pouvais apprendre des meilleurs. Et je regrette absolument pas, c'est une école extraordinaire de neurochirurgie. Oui. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est le docteur Fuentes qui vous... Effectivement. Vous C'est pouvez nous en dire deux mots peut-être Ouais, effectivement. En fait, le professeur Fuentes, je l'avais vu une fois à Alger. Il est venu animer un colloque. Ah, ok. Je l'ai vu descendre. C'était comme un demi-dieu. Je le connaissais de réputation. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est très, qui dit deux mots toutes les 2 minutes. Ouais, Il effectivement. dit deux mots toutes les 2 minutes, mais à mon sens, c'est l'un des chirurgiens les plus brillants que j'ai pu voir de toute ma carrière jusqu'à maintenant. D'accord. C'est mon mentor, c'est lui qui m'a tout appris. Et j'arrive à Marseille et bon, le personnage est dur, exigeant, et je l'ai pris comme un challenge d'essayer de gagner son respect. Il m'a fallu quelques mois, années, D'accord. Ok. pour travailler dur, se mettre à niveau, comprendre un nouveau système de santé, Oui. comprendre que même si tu es neurochirurgien dans ton pays, que tu dois te mettre à niveau, réapprendre, consolider ce que tu sais. C'est une remise à niveau, une remise en question. Et c'est un processus. Et c'était un processus qui était douloureux mais salutaire. D'accord. Et est-ce que c'est à Marseille, avec lui, que vous vous êtes spécialisé dans la chirurgie du rachis? Alors, quand je suis arrivé en France, le rachis, pour moi, c'était quelque chose, pas d'abject, mais j'aimais vraiment pas ça. D'accord. Et quand je l'ai vu opérer, je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Et c'est là où je me suis plongé dedans, c'était pas par défaut, parce que j'étais venu pour faire autre chose. J'étais venu pour faire de la chirurgie hypophysaire. C'est une chirurgie pour traiter une glande à la base du cerveau. C'est la glande hypophysaire. Et c'était aussi pour ça que j'étais venu à Marseille. Et je l'ai vu faire des chirurgies de colonne vertébrale, du mini-invasif, des scolioses, des chirurgies compliquées, des chirurgies simples. Et je me dis, mais moi, si demain j'ai un problème au dos, je veux qu'on m'opère de cette manière. Et c'était ça l'avenir. D'accord. Et je me suis plongé dedans et je comprenais rien. Je savais pas ce que c'était. Et je lui disais à la fin, je comprends pas, professeur, vous pouvez m'expliquer? Il me dit, bah, je sais pas où il est le chemin, mais je sais où elle est la route. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce monsieur? Je comprends pas. Après, il me dit, va faire un diplôme, va. Et il me dit d'aller faire le diplôme, le DU de chirurgie du rachis. Ok, 2 ans. Donc je fais ça et ça a été au fur et à mesure et on s'est rapprochés. Maintenant, c'est un ami proche. J'ai un grand respect pour lui. On se voit régulièrement. Et il est venu à Nancy il y a peu de temps. Et On y ça a reviendra, été une effectivement. fierté pour moi. Oui. Et ça a été une fierté pour moi qu'il soit là. Parce que je lui dois une partie de ma vie. Pas toute ma vie, mais une partie importante. Oui, c'est lui qui vous a mis sur ce chemin-là, entre guillemets. Oui, mais comme lui ai toujours dit, il m'a appris, mais à coups de pioche. Mais parfois, quand on a la tête dure, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. C'est comme ça qu'il faut vous prendre, entre guillemets? Non. Non, pas forcément. Mais je suis quelqu'un qui est dur au mal. D'accord. Oui, on est d'accord. Alors, vous arrivez à Nancy en 2017 et vous y devenez avec vos collègues un pionnier dans certaines opérations complexes du rachis, notamment en microchirurgie robotique. Pourriez-vous nous décrire comment se déroulent de telles opérations? Est-ce que vous voyez, vous, pendant l'intervention? Effectivement, en fait, quand je suis arrivé à Nancy, la première chose que j'ai voulu faire, c'est ce que j'avais appris à Marseille. Alors, déjà peut-être pourquoi vous êtes venu à Nancy ou arrivé à Nancy? À Nancy, alors à l'époque, je cherchais un poste de neurochirurgien et j'ai essayé de trouver un poste de neurochirurgien qui me permette un peu de m'exprimer. Et j'ai rencontré totalement par hasard le professeur Thierry Civit, qui est l'ancien chef de service, et on s'est rencontrés lors d'un congrès quelques années auparavant. On avait discuté 5-10 minutes, je l'ai trouvé sympa, il m'a trouvé sympa. J'avais un projet de recherche, je cherchais une bourse que je n'ai pas eue, et il m'a dit, bon, bah voilà, c'est terminé. Et après, je cherchais un poste de neurochirurgien, et je lui ai envoyé un mail
ainsi que dans d'autres services. Et il s'est souvenu de moi. Il m'a dit en plein été, bah, écoute, Nasser, si tu es dispo dans une semaine, passe. Moi, Nancy, je ne savais pas trop où c'était sur la carte en France. Je me rends compte que c'est bien loin de Marseille. J'avais l'impression de faire un Paris-New York, Oui. parce que c'est 7 heures de train. Oui, c'est vrai. Et 7 heures de train, quelques températures en moins. Oui, ça, Voilà, j'ai acheté une veste. en arrivant. Non, mais c'est vrai, parce que c'était en plein mois de juillet. Et il faisait un peu les températures qu'il y a maintenant. Il faisait 10 degrés de moins. D'accord, oui. C'était une période. Hein. Oui. Je suis arrivé, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En bas, je suis en short et en claquette. Et Oui. en haut, je dois mettre une veste. Donc j'ai acheté une veste au printemps en face, en arrivant, parce qu'il avait trop froid. Ah, c'est vrai. C'est vrai, Sortant ouais. du train. Non, sortant du train, j'ai acheté une veste parce que j'avais un peu anticipé, pas assez anticipé les températures. Et le professeur Thierry Civit m'a dit, écoute, si tu as envie de venir travailler ici à Nancy, viens ici, on a une équipe dynamique. Et voilà, il y a de la place si tu veux. Et je me suis tout de suite senti en confiance. C'est surtout la confiance Oui, d'accord. qui m'a attiré à Vous Nancy. avez senti que vous auriez pu progresser, faire des choses ici. Oui, mais on n'est rien tout seul Oui, dans bien la sûr. vie. Oui. Et le professeur Civit et mes collègues actuels, puisque j'ai rencontré mes collègues, m'ont fait confiance. Et cette confiance-là, elle vaut tout l'argent du monde et elle vaut toutes les rencontres. Je me suis senti en confiance et je suis venu à Nancy pour ça. D'accord. Pareil, donc vous avez dû ramener une partie de votre famille dans le Nord. Effectivement, ma compagne actuelle était dans le sud. Alors bon, elle était dans le sud, elle travaillait en tant que chirurgien orthopédique spécialisé dans la colonne vertébrale également, comme moi. Ok. On s'était rencontrés à Marseille. Et ben, elle était dans le sud et il a fallu lui vendre Nancy, ce qui n'a pas été une mince Vous affaire. lui avez raconté le coup de la veste ou pas pour la... Oui, je lui ai raconté le coup de la veste. Sa première revenue, on est parti, on a couru dans les hauteurs de Nancy. Elle était frigorifiée. Elle me dit, c'est quoi ce pays? C'est Ah pas oui. possible. In fine, elle s'est installée avec moi 1 an et demi plus tard. Elle m'a rejoint. Elle a quitté son poste. Elle devait avoir un poste à Toulon. Elle l'a quitté. Enfin, elle n'y est jamais allée en fait. Oui. Et elle est venue à Nancy et on est heureux ici. On a une maison, tout se passe bien. Mes enfants reviennent régulièrement à Nancy. Ils sont contents. Donc, pour l'instant, je pense que ça a été un challenge, un risque de venir ici à Oui. Nancy. Mais c'était un risque gagnant. Il fallait le prendre et je suis content de l'avoir pris. Pas de regret. Aucun. Parfait. Alors pour en revenir à la question, vous êtes deux, hein, je crois, vous êtes trois à faire ce genre d'opération qu'on appelle de la microchirurgie robotique. Vous me dites si je me trompe. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'opération? Est-ce que vous voyez, parce que je crois que vous opérez avec des lunettes 3D. Alors, c'est peut-être deux choses différentes. Hein. Alors, je fais de la microchirurgie et ce qu'on appelle de la chirurgie mini-invasive. C'est ce que j'avais vu à Marseille. Je suis désolé, on a digressé. Non, mais c'est pas grave. D'une manière assez impromptue. Donc, c'est de la chirurgie mini-invasive. C'est ce que j'ai appris à Marseille. Et la première chose que j'ai fait, quand je suis arrivé à Nancy, je me dis, bon, j'ai appris, je fais. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et il y avait un vieux projet qui avait été initié un peu plus ou moins qui avait été initié par le professeur Fuentes, donc mon mentor, et un copain à lui, qui s'est installé aussi à Nancy. C'est le professeur Malikov, qui est marseillais. D'accord. Qui est chef de service de chirurgie vasculaire au CHU de Nancy. Et dès que je suis arrivé à Nancy, il y a Stéphane Fuentes qui me dit, écoute, tu vas voir mon pote et tu vas te présenter à lui. J'ai dit, bah, ok, d'accord. Donc, je vais aller voir le professeur Malikov. Il me dit, écoute, je fais de la chirurgie robotique. On a commencé avec Stéphane, mais ça l'embête d'aller venir à Nancy. Tu veux pas faire ça, toi? Moi, je dis, bah, je veux bien, mais je connais pas le robot. Et donc, je suis parti faire un diplôme, d'abord, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, essayer de voir quelles étaient les limites. Et on a développé la technique ici. D'accord. On a développé la technique. Le premier malade a été fait à Nancy, de chirurgie robotique. En fait, on utilise un robot où il y a des sortes de lunettes 3D. Et les bras du robot sont à l'intérieur du corps du patient et permet de faire ce qu'on appelle une voie d'abord mini-invasive, sans faire une ouverture large de la peau pour accéder à la colonne, ce que je fais habituellement. Et par la suite, moi j'interviens à travers juste un trou et j'enlève une vertèbre entièrement, qui est généralement soit malade, soit fracturée, et je place une prothèse à la place.
Alors, c'est une chirurgie mini-invasive où on ne fait en fait 4 trous ou 5 trous, c'est juste des trous, hein, et on travaille à l'intérieur en indirect. Et ça permet en fait aux patients d'être un lever plus rapide, une perte sanguine qui est minimale, et surtout la capacité technique du robot est supérieure à la main de l'homme. D'accord. Supérieure à la main de l'homme, donc on arrive à faire des choses, à voir des choses, à accéder à certaines structures anatomiques de manière bien plus délicate et bien plus précise que, que ce que pourrait faire un chirurgien par voie classique. Et surtout, moi j'ai un parallèle de la chirurgie mini-invasive, c'est par rapport au premier pas de l'homme. Ça veut dire que le premier pas de l'homme sur la Lune, c'est une trace indélébile, la chirurgie. Oui, d'accord. C'est une trace indélébile. Donc, si on peut éviter de laisser... le but, c'est de faire le maximum de choses avec le moins d'impact D'accord. sur le patient. Et la chirurgie robotique et la chirurgie mini-invasive, qui est l'une de nos spécialités à Nancy, c'est exactement ça. C'est d'essayer de laisser le moins de traces sur le patient, et je pense que l'avenir du patient nous donnera raison. D'accord. Alors, quand vous parlez de bras, donc on imagine des bras, mais en fait, j'imagine peut-être des pinces ou des mini-scalpels ou... Alors c'est exactement ça, il y a 4 bras, c'est le robot en fait, il y a 4 bras qui sont guidés par les mains du chirurgien, et le chirurgien peut choisir quel bras utiliser. Alors il y a un bras, ça peut être une pince, une autre c'est une coagulation, l'autre ça peut être un crochet, un rétracteur. Ok. Il y a plein d'instruments. Vous les préparez avant, vous en prenez 4. Évidemment, okay. On les prépare avant, on les choisit. Alors, c'est une chirurgie qui se fait à 2 chirurgiens, même à 3 chirurgiens. C'est-à-dire qu'il y a un chirurgien qui opère avec les lunettes 3D. Ouais. C'est une console, en fait. C'est pas des lunettes, c'est une console 3D. D'accord. C'est généralement le chirurgien vasculaire. Il y a un chirurgien qui reste en permanence auprès du patient. Et moi, je suis obligé, pour mettre la prothèse, d'être à côté du patient. Parce que c'est des instruments, parce que une vertèbre, c'est quelque chose de solide, et c'est des instruments très longs, et il y a des marteaux, c'est de la microchirurgie, mais c'est assez physique. Oui, d'accord. Une vertèbre ne se laisse pas faire. Et le grand paradoxe, c'est d'utiliser des instruments assez massifs, volumineux, contendants, à quelques millimètres de la moelle épinière, qui ne tolère aucune vibration, aucun contact, à côté de l'artère aortique, ou la moindre esquille osseuse pour entraîner le décès du patient. Ouais. Et donc, il faut allier force et précision. C'est ça, oui, il faut pas trembler. Vous dites marteau, mais on peut pas y aller, faut quand même y aller avec... mesure. Oui, il faut aller avec, comme je dis, avec mesure et pondération, mais à un moment, il faut y aller aussi. Parce que sinon, parce qu'il y a le temps chirurgical qu'il faut respecter. Oui. Et on ne peut pas non plus enlever 1 millimètre de vertèbre par heure. Oui. Puisque plus la chirurgie est longue, plus le patient risque d'avoir des complications post-opératoires. Et donc, il faut contrôler aussi la quantité d'anesthésique et de drogue anesthésique qu'on donne aux patients. Donc, le temps opératoire est un facteur qui est important aussi. Parce que le patient est sous anesthésie générale à chaque fois. Exactement, il est sous anesthésie générale. Et il y a aussi une chose, c'est que plus c'est long, plus le patient saigne. Si le patient saigne, il a besoin d'être transfusé. Si on le transfuse, on augmente les complications opératoires. En fait, la chirurgie, c'est toujours une histoire de balance, bénéfice-risque. Est-ce que je dois y aller avec plus de force au risque de blesser la moelle, ou est-ce que je dois y aller avec plus de prudence et j'irai pas à ce moment-là et prendre du temps. Et c'est toujours ça. Et en fait, l'expérience fait qu'on opère de plus en plus vite, pas parce qu'on est rapide ou impétueux ou téméraire, mais non, mais parce qu'on sait quels sont les gestes où il faut aller vite, les gestes où il faut aller lentement. D'ailleurs, les meilleurs chirurgiens que j'ai pu voir dans ma vie, c'est des gens qui opèrent très lentement. Et on voit le temps opératoire à la fin, on voit, voilà, il a fait telle chose en moins de 20 minutes. Comment c'est possible? Je l'ai vu, il n'a rien accéléré, ça part pas vite, il parle en même temps, il discute, il raconte de quoi, qu'est-ce qu'il a fait la nuit dernière au restaurant. Et c'est passé, on a l'impression que c'était une symphonie.
mais parce que c'est ça, c'est cet équilibre. Et plus on s'approche de l'équilibre, plus on s'approche de la perfection. Ok, il y a la sûreté du geste qui fait qu'il y a une certaine confiance dans le geste. Exactement. Alors, c'est une question qu'on m'a suggérée parce que quand j'ai dit que je allais vous interviewer, les gens sont toujours très interrogatifs de savoir avant de telles opérations, que ce soit la nuit ou le matin, est-ce que vous êtes stressé? Parce qu'on se dit, vous avez la vie d'un patient dans les mains, ou en tout cas vraiment quelque chose de très important à faire. Est-ce que vous ressentez ce stress la veille en vous disant, ah, demain, j'ai 3 opérations très importantes, ou le matin, ou juste avant, ou pas du tout? Ou cette sûreté du geste peut-être vous rassure et vous... Et je conçois la chirurgie comme étant l'opposé du prêt-à-porter. C'est du sur-mesure, toujours pour chaque patient. Et chaque patient, il faut préparer. Je pense que, comme on dit, l'avenir sourit aux esprits préparés, c'est une réalité pour la chirurgie. D'accord. Chaque cas est un cas unique. Il faut se préparer à l'avance, il faut analyser le dossier. J'ai eu une chance inouïe de travailler au sein d'une équipe. Là, actuellement, la chef de service, c'est le professeur Sophie Colna-Coulbois. J'ai des collègues fabuleux, Saf Méjean, David Masson, Isabelle Merlot, et les autres, ils sont extraordinaires parce qu'ils m'aident. C'est-à-dire qu'on discute de tous les dossiers de manière collégiale. Okay. Alors, je suis le responsable du patient. Mais par contre, j'ai besoin de l'avis de mes collègues. Parce qu'en fait, ils me sortent de ma condition de chirurgien et ils me confrontent à leur vision. Alors, je peux être d'accord avec eux. Leur avis peut être contraire au mien. Ça crée une discussion, mais ça me permet une introspection avant la chirurgie. Okay. De me dire, voilà, ils vont me dire, voilà, écoute Nasser, j'ai déjà fait un cas similaire, j'ai eu des difficultés là. Tu devrais peut-être faire les choses différemment. Et donc, on se prépare mieux aux difficultés qu'on va avoir. Et de manière systématique, donc les dossiers sont revus ensemble, avant la chirurgie. Et la veille, je regarde toujours mes dossiers, et j'ai une petite routine où moi j'aime bien courir le matin, faire du sport, donc c'est réveil tôt, 5 heures du matin. Je vais faire 1 heure ou 1 heure et quart de course à pied ou de sport, mais surtout de la course à pied parce que c'est le seul moment où mon téléphone ne sonne pas. Et c'est un peu méditatif pour moi, ça me permet de voir ce que j'ai fait la veille, ce que je vais faire demain, le jour même, et analyser ma chirurgie. C'est un rituel, c'est mon rituel. D'accord, donc cette préparation-là, vous évacuez le stress, vous arrivez sûr de vous, donc il n'y a pas ce côté... On est toujours stressé, ouais, mais toujours. Okay. Avec le temps, maintenant, je commence à faire partie des vieux chirurgiens, c'est pas stressé, c'est préoccupé. Préoccupé, d'accord. Voilà. Et à l'inverse, quand vous avez, c'est votre cas, je pense, des urgences, là, vous n'avez pas trop le temps de préparer. Comment on gère ces nouveaux, enfin, un cas qu'on doit gérer dans l'heure, peut-être parfois dans la minute, et vous n'avez pas eu le temps de préparer? Alors ça, c'est l'expérience du chirurgien. Je suis dans une structure où, quelle que soit l'heure, je peux avoir un deuxième avis. Ok. Un deuxième avis, quelle que soit l'heure, on a beaucoup de chance. On est dans un service, je travaille dans un service, pour ça que je suis content d'y être. J'espère y rester longtemps, en tout cas c'est prévu. Et j'aime beaucoup la fonction publique, c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais globalement, c'est toujours bénéfice-risque. Est-ce que j'attends de prendre un deuxième avis et je risque la vie du patient? Okay. Ou est-ce qu'il faut y aller? À ce moment-là, on y va. Et ça peut être... en neurochirurgie, on peut avoir des urgences qui sont à la minute. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Donc il faut être là. C'est pour ça que les astreintes sont assez intenses. Intenses, et c'est un problème majeur pour garder les jeunes dans les hôpitaux, parce que une astreinte, ça impose des prises décisionnelles rapides Cependant, il faut s'améliorer. On ne s'améliore pas seul. C'est-à-dire que le lendemain, dans notre service, on se retrouve tous à 7h15. Tous à 7h15, et on fait ce qu'on appelle le rapport de garde. Et on raconte un peu tout ce qu'on a fait. Toutes les difficultés auxquelles on a été confronté durant la garde. Alors, et ça permet de se confronter avec nos pairs et avec les plus jeunes, parce que les plus jeunes, à notre contact, apprennent. Ils disent, voilà, là, Nasser, il est venu, et il a dit de faire ça, il a fait ça. Et peut-être qu'un de mes étudiants va me dire, mais écoute, donc, Nasser, moi, tout le monde me tutoie dans le service, hein, il n'y a pas de vouvoiement.
Et il me dit, écoute Nasser, est-ce que tu n'aurais pas dû faire ça? Et en fait, ils apprennent à notre contact. Et ce rapport de garde nous permet de nous confronter au réel et de revenir. Parfois, on prend de mauvaises décisions, parce que maintenant on a de la bouteille, mais parfois on prend des décisions. On aurait pu prendre une meilleure décision. Mais c'est une remise en question permanente, la Ok. chirurgie. Oui, chaque opération est revue, débriefée. Toujours. Alors, les patients que vous soulagez d'une hernie discale, par exemple, et qui viennent le matin et repartent soignés chez eux le soir, doivent vous vouer un véritable culte. Est-ce que c'est la plus grande satisfaction de votre travail ou est-ce qu'il y en a d'autres? Je parle plutôt entre vous et le patient. Alors, moi, je suis un éternel insatisfait. Donc, toutes mes réussites, je les oublie. Et je les efface de ma mémoire et je ne les retiens pas. Cependant, je ne retiens que mes échecs. Vous savez, moi, je suis un être humain. Ça veut dire que, comme je dis à mes patients, ce n'est pas un changement de pièce, c'est de la réparation. Et quand on répare quelque chose, on ne va pas le remettre à neuf. On va juste essayer de le réparer. Et parfois, ça ne marche pas. Et on ne retient que ces cas-là. Alors, est-ce qu'il vaut un culte? Je ne pense pas. J'exagère, mais j'imagine la satisfaction. C'est très satisfaisant de voir. On est là pour soigner les patients, pour les soulager. C'est satisfaisant de les soulager. Et pour nous, c'est un devoir accompli. On est content, toujours. Cependant, en tant que chirurgien, je peux vous assurer que tous les chirurgiens ne retiennent que leurs écueils. D'accord. Alors, donc vous le dites, hein, vous soignez des gens qui ont cassé quelque chose comme une pièce qu'on doit réparer et pas remettre à neuf. Si vous pouviez passer à l'instant un seul message de prévention, un conseil santé à toute l'humanité, quel serait-il? Si j'ai un seul message, je dirais il faut bouger. Ce qui est incroyable, c'est comment l'homme est passé d'un mouvement permanent pour sa survie. On était obligé de cueillir, chasser, se déplacer, fuir, à se retrouver sur une chaise à enregistrer un podcast. C'est exactement ça, en fait. C'est que toutes nos activités sont centrées sur l'immobilisme pour la plupart de l'humanité, du monde occidental. On a besoin du mouvement. Et alors, les fameux 10 000, 7 000 pas qu'on doit faire, c'est vraiment pas quelque chose... d'anodin et c'est vraiment important. Il faut bouger, il faut astreindre, stresser son corps à faire des choses auxquelles il n'a pas l'habitude. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il faut bouger, s'astreindre à essayer, se dire, voilà, ce qu'on prend l'escalier ou l'ascenseur, c'est l'escalier, et ainsi de suite. C'est un chemin perpétuel, et ça, c'est important, parce que le seul objet de la maison qui est susceptible de diminuer votre espérance de vie, c'est le canapé. C'est sûr et certain. D'accord. C'est l'objet le plus dangereux. Ok. En tout cas. Ouais, c'est une belle image, effectivement. Alors, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Vous avez organisé et présidé en juin dernier le congrès annuel de la Société française de chirurgie rachidienne à Nancy. En consultant le programme, j'ai noté que vous aviez animé un atelier intitulé Athlètes, élite et médecins, discipline et résilience, avec des médecins sportifs de haut niveau et parfois même champions du monde ou d'Europe dans leur discipline, ce qui fait une belle transition avec, vous l'avez aussi évoqué, une de vos grandes passions dans la vie, qui est le sport de haut niveau. Vous êtes en effet un pratiquant de courses longue distance, notamment d'ultra-trail. D'où vous vient cette passion? Cette passion vient de Marseille. C'est-à-dire que, arrivé à Marseille, je me retrouve face à des gens qui faisaient des chirurgies extraordinaires et j'étais KO. Je rentrais chez moi, le volume horaire, c'était 7h du matin, 22h tous les jours. Samedi, dimanche, week-end, jour férié, il fallait travailler tout le temps. C'était très dur à l'époque et je n'arrivais pas à tenir le rythme. Alors j'avais 16 kilos de plus, je fumais un paquet et demi. Je ne tenais pas le rythme, je ne tenais pas mes semaines et j'avais un désir de performance. Et rapidement, je m'étais inscrit à une course, un peu par hasard, c'était une Spartan Race, c'était la première. Et il y a une course très connue à Marseille, c'est le Marseille-Cassis. C'est 20 km, une course extraordinaire, que je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez. Vous verrez, c'est une grande fête. Mais vous la faites régulièrement, je crois, non? Je l'ai faite plus maintenant, mais je l'ai faite 5-6 fois. Ok. Et elle est extraordinaire, c'est un véritable moment de fête.
Et in fine, je me suis dit, bon, il faut que tu fasses quelque chose. Je me suis dit, voilà, pour te préparer à cette course-là, tu vas faire le tour du pâté de maison. C'était 800 mètres. Et j'ai fini en marchant. Et je me suis dit, bon, ça va pas, il faut que tu fasses quelque chose. Et ainsi de suite. J'ai commencé à creuser. Mais vous n'étiez pas sportif avant, du tout? Non. D'accord. J'ai eu fait du sport dans ma jeunesse, mais du fait, les enfants, le travail, Ouais. on considère que ce n'est pas essentiel. Et maintenant, le sport, c'est la chose la plus importante de tout ce qui est secondaire. Donc voilà, c'est devenu un peu mon leitmotiv. Et grâce à ça, j'ai perdu 16 kilos, j'ai arrêté de fumer, je mange de manière saine. Alors, je ne suis pas un Stakhanovitch de la pratique sportive, hein. Je fais la fête, de temps en temps, je fais certains excès. Mais cependant, j'essaie d'avoir au quotidien une vie saine. Et ça a impacté grandement ma chirurgie. Je D'accord. suis meilleur chirurgien en étant sportif. Donc, sur les 7h22 que vous faisiez, vous avez dû ajouter du temps de sommeil en moins pour le sport. Ben, on se couche à 22h, Oui, d'accord. on se lève à 4h du matin pour aller courir. À D'accord. l'époque, à Marseille. Maintenant, je me lève à 5h. Hein. Mais à l'époque, je me levais à 4h, 4h30 Et vous êtes pour aller plus en courir. forme en dormant moins, mais en faisant du sport que vous On l'étiez ne à peut l'origine. pas dormir moins. On a une durée de sommeil, mais on dort plus tôt. D'accord, oui, voilà, vous vous couchez plus tôt. On se couche plus tôt. Je pense que la durée de sommeil, elle est incompressible. On ne peut pas rogner d'heures de sommeil, sinon c'est mauvais pour la santé. D'accord. Mais donc, de ce tour de pâté de maison, puis de Marseille-Cassis, vous êtes passé à des courses longues, voire très, très longues. Exactement. Donc, ça s'est fait naturellement, ce chemin vers la longueur? Ben, dès que j'ai réussi à faire le tour du pâté de maison, puis 7 km, puis 21, puis le marathon de Paris, puis d'autres marathons, Berlin, Prague et d'autres. Et un beau jour, je commence à faire du trail parce que je faisais de la recherche à Marseille sur l'analyse du mouvement et il y avait un Guillaume Autier qui est trailer, ultra trailer. Il me dit, écoute, tu devrais essayer le trail. Je dis, ok, d'accord. On court un peu dans les chemins, les montagnes et ça me passionne. Ça m'a amené à faire mes premiers ultra trails, le Grand Raid, la Diagonale des Fous et l'UTMB. Et après, j'ai fait le Tour des Géants qui est un 360 km et sur 6 jours et 6 nuits où on dort pas. Du coup, la PTL également un 300, la Swisspix 360, et d'autres ultra-trails, plein d'autres. Et c'est devenu une passion dévorante depuis 10 ans, et qui m'a permis de trouver, j'ai trouvé dans le sport ce que je recherche en chirurgie, en fait. Parce que durant un trail qui dure plusieurs jours, ou 48 heures, ou 6 jours et 6 nuits, c'est pas une sinécure, des moments de joie et de tristesse profonde. On passe un peu par tous les états. Et on est confronté à des problèmes de sommeil physique. Et on doit trouver des solutions. Et c'est exactement ça mon métier. Quand on fait une chirurgie, il ne faut pas imaginer que c'est linéaire. Absolument pas. On commence. C'est une aventure pour chaque chirurgie. D'accord. On commence et on est confronté. Ça saigne un peu. Ou est-ce que je dois m'arrêter, continuer? J'ai un gros problème. J'ai un problème très très grave. Je dois réagir. Est-ce que je réagis maintenant? Est-ce que on ne peut pas dire j'abandonne et je pars? Il faut trouver la solution. D'accord. Et j'ai trouvé dans l'ultra trail cette résilience et cette capacité à essayer de trouver des solutions. Bon, j'ai des crampes. Qu'est-ce que je fais? Je dois boire plus d'eau. Je m'arrête, je ralentis. Quelle est la solution? Et je me sers de l'expérience que j'ai en ultra-trail, où au final, je risque la vie de personne. Franchement, c'est ce qu'il y a de moins grave. Je risque la vie de personne. Ça vous fait relativiser sur votre souffrance, c'est ça? Exactement, il faut relativiser. Est-ce que j'ai juste mal, ou est-ce que je suis en train de me blesser, je dois m'arrêter? C'est pareil hein, en chirurgie. Oui. Il faut savoir s'arrêter quand il le faut. D'accord, oui. Si je risque la vie du patient, peu importe le résultat, il faut que le patient se porte bien. Avoir un résultat merveilleux et que le patient, ce soit à la fin, souffre, non, c'est pas. Il faut soulager le patient. Et cet équilibre-là, ça se trouve, et c'est des questions permanentes auxquelles on est confronté quand on opère. Et c'est pareil en ultra-trail. C'est un chemin de croix et il faut être résilient et savoir rebondir à tout le temps. Alors, vous avez répondu aux deux questions suivantes, c'est très bien, mais ça me fait penser à une autre. Vous parlez de chemin de croix, je trouve le mot intéressant. Je suis toujours très épaté, étonné aussi.
les ultra-trailers comme vous, il y a une vraie souffrance. C'est-à-dire qu'il y a le manque de sommeil, la fatigue physique, psychologique, peut-être la faim ou la soif parfois. Je suis toujours étonné que les gens recherchent ça, cette souffrance. Comment vous l'analysez vous-même? Ce n'est pas la souffrance qu'on recherche, c'est le dépassement de soi. C'est pas ça. D'accord. La souffrance, c'est un état, et c'est un état temporaire. Ouais, c'est peut-être une conséquence de ce C'est une dépassement. conséquence, c'est un état temporaire. La douleur, c'est un état temporaire. Je ne parle pas de la blessure. Hein. Oui. Quand on est blessé, on s'arrête. Il n'y a pas de discussion. Mais avoir certaines douleurs qui sont non pathologiques, il faut savoir les reconnaître et passer au-delà. Et elles disparaissent. C'est incroyable. C'est comme D'accord. avoir envie de dormir. Je vais passer 6 nuits en dormant à peine 30 minutes par nuit. C'est possible. On est très fatigué à la fin, Oui. mais malgré tout, à chaque fois, à 5 heures du matin, on a envie de dormir. Il faut tenir. Et dès les premières lueurs du soleil, en fait, la biochimie du cerveau s'active, et hop, la sensation de sommeil disparaît. Je vais vous raconter une anecdote très, très sympathique. Je faisais l'Ultra Trail Bas UTMB de Oman il y a quelques années. Et on est monté en haut de Jabal el-Shams, qui est une montagne de 3000 mètres d'altitude et des poussières au Sultanat d'Oman. Un cadre exceptionnel. Et il fallait gravir un mur de 1000 mètres de dénivelé positif, sauf que c'était très dangereux. C'était au milieu de la deuxième nuit de privation de sommeil. On était une sorte de palanquée, si on peut dire ça, même si c'est pas de la plongée sous-marine. On était une palanquée d'une vingtaine de coureurs, dont les coureurs élites du 100 km. Nous, on faisait le 170 avec ma compagne Aurélie. Vous courez à deux. Vous étiez deux ensemble. À l'époque, on courait à deux. Après, elle m'a dépassé parce qu'elle est devenue meilleure que moi. Donc, à la fin, je courais seul. Et elle était devant, de très, très loin devant. Mais donc, on montait et c'était la deuxième nuit. J'avais envie de dormir et tout le monde avait envie de dormir. Dès qu'on s'est rendu compte que c'était dangereux, qu'on pouvait tomber et mourir, D'accord. on n'avait plus sommeil. D'accord. Parce que le cerveau s'est mis en mode survie. Et je peux vous assurer que le sommeil a instantanément disparu. D'accord. Pendant 5 heures. Ok. On est arrivé en haut de Jabal el-Shams. On est arrivé en zone sûre et sécurisée. J'arrivais plus à faire un pas. Ouais. Parce que mon cerveau m'a dit, maintenant, tu peux dormir. Oh, d'accord. Et c'était horrible parce qu'il fallait continuer quand même. Vous n'avez pas dormi? Ah non. C'était pas une zone, il faisait 5 degrés en haut. Ok. On ne pouvait pas dormir, il fallait redescendre vers une zone peut-être sécurisée et on ne pouvait pas rester en haut, c'était pas possible techniquement. Et quand on fait de l'ultra-trail, on a des barrières horaires qu'on doit respecter. Oui. Et si on dort et que la barrière horaire passe, on est éliminé. Vous ne dormez jamais lors d'un trail de ces longueurs-là? Comme en trail et comme en garde, on fait des micro-siestes. Micro-sieste. Vous mettez un réveil? Oui, toujours. On apprend à faire c'est comme les navigateurs font pareil. Hein. Ils peuvent pas dormir 24 heures, hein. Enfin 12 heures, c'est pas possible. Hein. Donc ils font des micro-siestes, on appelle ça une power nap. Et du coup, ça nous permet de maintenir un certain degré d'éveil et de conscience pour rejoindre et rallier un point fixe. Ok. Et ça, moi, je suis très curieux de ça et mon expérience en ultra-trail m'a permis de faire des choses, par exemple la PTL ou le Tour des Géants, qui sont des 330, 340 km. On ne peut pas dormir la nuit. Donc on fait des petites tranches de sommeil de 20 minutes, de 10 minutes, de 5 minutes, de 3 minutes, et juste pour pouvoir passer certains caps. Ok. Et éviter la somnolence. Et vous arrivez à vous réveiller? Parce que ça doit être terrible. Oui, mais c'est un entraînement. Oui. Et du coup, moi, je fais une sieste tous les jours de quelques minutes parce que ça me permet d'être plus éveillé, plus performant pour les chirurgies d'après. Donc, faut choisir l'environnement, le moment, et quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si c'est possible, je le fais. Donc, en fait, entre votre métier et votre passion, il y a quand même des ponts. Est-ce que vous êtes
un meilleur trailer parce que vous êtes habitué à ce manque de sommeil, à ce stress, ou l'inverse? Est-ce que vous êtes un meilleur chirurgien grâce à l'ultra trail? Alors, je vais remettre l'église au milieu du village. Je ne suis pas sportif élite, ce qui veut dire que le sport, c'est ma passion, mais je ne suis pas le meilleur sportif du Mais monde. personnellement, ça peut vous nourrir, l'un et l'autre peut nourrir à la fois ou votre passion ou votre métier. C'est ça que je voulais dire. Effectivement, et je ne suis pas le meilleur chirurgien, loin de là, loin de là. Cependant, ce que je trouve dans le sport, ce que m'apporte le sport, me permet de nourrir mon activité professionnelle. Et ma profession est un peu plus que ça, c'est aussi une passion. Oui, J'y ai consacré beaucoup de choses, j'ai beaucoup sacrifié pour ça, et je suis passionné par mon métier. C'est une réelle passion, elle est dévorante. d'accord. Et le sport me permet de me nourrir je fais certaines chirurgies un peu complexes qui peuvent durer plus de 10 heures. Et chirurgie complexe, j'en fais assez régulièrement, parce que c'est pour ça que je reste à l'hôpital. C'est pour faire ces chirurgies-là. Et ben, je les aborde comme un ultra trail. D'accord. Je me prépare avant, j'analyse, je prépare mon matériel, mais toutes les données que j'ai avant, le parcours, j'informe le patient, j'analyse, j'étudie, et après, je réalise. Et j'essaie de faire un plan de route avant une chirurgie, comme avant un ultra-trail, avec des temps de passage, D'accord. comme exactement pour Ok. la chirurgie. Je me dis, voilà, j'ai tant de temps pour faire tel geste et tel geste, parce que ça me permet de me guider, faut pas que je reste dans un univers clos et seul. Et en chirurgie, il faut vous imaginer un chirurgien, mais il n'y a pas que le chirurgien. Il y a un médecin anesthésiste, il y a des infirmiers de bloc, il y a des IAD, Oui. il y a des internes qui m'aident également à opérer. Il faut qu'il y ait une ambiance qui soit agréable dans le bloc. J'en ai besoin parce que ça me nourrit. D'accord. Alors, je mets également de la musique, Ah, ok. toujours. Ok. Au bloc opératoire, parfois un peu fort, mais je ne l'entends jamais. Ok. Alors, un peu, tout le monde me dit, oui, mais tu la mets fort. Mais en fait, je suis tellement absorbé D'accord. par ce que je fais que je n'entends pas la musique. Ça ne me procure pas tant de plaisir que ça. Mais ça fait une sorte de son parasite Ok. qui me permet de m'isoler et de ne pas entendre les bips D'accord. des paramètres du patient. Et ça me permet de me concentrer. Ok. Et en chirurgie, comme en ultra-trail, il y a des zones simples et des zones compliquées. C'est-à-dire que quand on fait certains gestes simples, ben on les fait un peu de manière automatique parce que c'est des choses qu'on a fait des milliers de fois dans notre vie. Ça passe, on peut réfléchir à quelque chose d'autre et le faire en même temps presque. Et il y a des moments clés qui requièrent 100% de notre activité cérébrale. Et il y a Mathieu Blanchard qui parlait qui est un ultra-trailer Ouais, qui a remporté français. une des courses les plus dures au monde dans le Exactement. nord canadien, je crois. Exactement. Ouais, vous êtes bien renseigné. Oui, hein. j'essaye. Mathieu Blanchard, il parlait de flow. On est dans une sorte d'état de grâce où on est concentré que dans une seule chose. Et c'est pareil en chirurgie. Ok. Chaque chirurgie, on a un moment, on a ce flow-là et on est ultra concentré et plus rien n'a d'importance. Ok. On peut vous parler, vous êtes dans un état second parce que vous concentrez toute l'énergie que vous avez pour le patient. Et peu importe ce qu'il y a autour, moi j'entends rien, je suis dans mon truc. Mais c'est important que les gens qui sont autour de moi, qu'il y ait des ondes, qu'ils aient envie d'être là Ok. et qu'il y ait des ondes positives. Alors, Vous les ressentez quand même si vous êtes je très les ressens, concentré. ouais. C'est très important pour moi. Ok. Alors, moi, j'écoute de tout. Et au bloc opératoire, j'essaie de mettre toujours des playlists, donc très longues, mais qui correspondent un peu aux envies des gens qui sont autour de moi. Ok. C'est-à-dire que si je vois que c'est des gens qui aiment bien la musique électro, ben, c'est de la musique électro qu'il y aura. Si c'est du heavy metal, ben, ce sera du heavy metal. C'est pas grave. Vous avez juste qu'à travailler la playlist adaptée aux gens qui sont autour de vous. C'est quand même. Toujours. Mais tous les jours. Et j'adapte en fonction des gens. Ok. Voilà. Ça peut être aussi Claude François. Bah pourquoi pas, oui. Oui, mais régulièrement. Et ça se passe. Hein. Je voulais aussi vous poser une question. N'y a-t-il pas un paradoxe à être un grand spécialiste du rachis et de pratiquer un sport à si haute intensité qui serait de nature à l'abîmer? Alors, contrairement aux idées reçues, le sport n'abîme pas le corps. D'accord. Le sport le renforce. Ok. Même quand on va au-delà de la souffrance, qu'on peut. Exactement. Ok. L'être humain est fait pour se mettre dans ces conditions-là. C'est D'accord. juste qu'on a oublié. Ok. Et autre chose, on a
paradoxe et ce préjugé envers le sport, comme quoi un sport en haute intensité, ça abîme le corps. Non, ça n'abîme pas le corps, ça le renforce. D'accord. Ça le renforce. En France, on a l'impression que faire trop de sport, courir, fait mal aux genoux. Non, non, courir ne fait pas mal aux genoux. Au contraire, si Ok. tu as envie d'avoir moins mal aux genoux, ben, il faut aller courir. Mais si tu as mal aux genoux, c'est peut-être que tu n'es pas assez préparé pour faire la course à pied Ok. et qu'il faut faire du renforcement des quadriceps, voir un kinésithérapeute et trouver des solutions Ok. pour ne plus avoir mal aux genoux. D'accord. C'est ce qu'on vit en ultra-trail, c'est pareil. Ok. Si on a mal à l'épaule, c'est que peut-être qu'il faut adapter le mouvement. Mais il faut quand même faire ce mouvement-là. Ok. Et c'est comme ça que notre épaule se renforce. Et le corps humain est conçu comme ça. D'accord. Si vous avez un problème, ben, faut trouver une solution et adapter le problème. Et du coup, en fait, on peut adapter le sport pour tout le monde, quelle que soit l'origine de la personne, l'état physique de la personne, le sexe, et également quel que soit l'handicap. Ok. Pourquoi on recommande le sport à des personnes handicapées? Or qu'il y a des personnes valides, on va dire, ah non, je ne peux pas faire de Ouais. sport, j'ai mal au dos. Ben, c'est pas grave, si tu as mal au dos, fais des abdominaux, renforce ta chaîne postérieure, il y a des solutions. Ok. La facilité, c'est de dire, je ne fais pas de sport. D'accord. Donc, là, vous avez encore une fois remis l'église au milieu du village, c'est clair. Alors, vous parliez un peu de musique, vous en écoutez en courant, mais pas que. Qu'est-ce que vous écoutez ou est-ce qu'il y aura un artiste ou au moins une musique qui vous motiverait plus particulièrement dans les courses ou pourquoi pas pendant une opération? Alors, pendant une opération, je n'ai pas de playlist qui me motive Ouais. parce que je ne l'écoute pas. C'est ce que vous disiez, effectivement. Simplement, je ne sais même pas qu'est-ce que j'écoute comme musique pendant une intervention. Un peu de rock, un peu plus rock, oui. J'ai 46 ans, donc je suis un peu grunge, donc Foo Fighters, Ok. Nirvana, mais j'aime beaucoup tout ce qui est électro. Ok. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est électro également, de la pop. Mais personnellement, ces derniers temps, j'écoute beaucoup de Foo Fighters, c'est pas mal, ouais. Ok. Ça vous Ouais. motive. Oui, ça me motive, oui, mais Beyoncé aussi, mais enfin de tout, quoi. D'accord, ok. Et vous me disiez aussi que vous écoutiez beaucoup de podcasts, notamment pendant vos sorties longues, plutôt peut-être d'entraînement. Et qu'est-ce que ça vous apporte et lesquels vous pourrez peut-être nous conseiller? Ouais, j'aime bien les chemins de vie des gens. J'écoute beaucoup de podcasts. Il y a Génération Do It Yourself, je sais Je plus connais pas. qui est excellent. C'est Ok. des podcasts très longs sans cut, qui sont avec bon, faut sélectionner, mais il y a certains, par exemple, je vous invite à écouter le podcast de Kylian Jornet. Ok. Kylian Jornet qui est exceptionnel et plein d'autres. Hein. Ouais. Plein d'autres, du fondateur de LinkedIn aussi, qui est Ok. très intéressant. Et en fait, c'est très inspirant. Ça me permet de côtoyer des personnes ultra intéressantes que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer dans ma vie. Et donc, je les écoute parler pendant 3 heures. Je trouve ça passionnant. D'accord. Et aussi, j'aime bien aussi un podcast qui s'appelle Course épique, qui est un podcast français. Qui est un podcast français qui raconte certaines expériences sportives d'athlètes élites ou pas. Ok. Et c'est très intéressant parce que c'est un podcast qui est assez simple, mais très instructif, avec un format un peu plus court quand même. D'accord, ok. Très bien. J'invite nos auditeurs à aller écouter la concurrence. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote souriante sur une de vos interventions? Alors, oui, merci de m'avoir donné les questions auparavant, notamment celle-là, parce que c'était la question la plus épineuse, enfin la plus compliquée, parce qu'en fait, en chirurgie, on vit avec une sorte de microcosme. C'est notre petite famille du travail. L'infirmière de bloc opératoire ou l'infirmier, je les vois plus que ma femme. Oui, On est tout le temps ensemble, dans un endroit restreint, on est obligé de respecter des règles en plus. de stérilité très précises, tout est très codifié, c'est comme un balai, chacun sait ce qu'il a à faire, et donc on côtoie beaucoup de choses. Et comme dans chaque famille, on peut avoir des crises, on peut avoir des crises, on peut avoir des moments intenses, mais toujours avec une priorité absolue, c'est le patient. Et ce que je pourrais dire pour que ce soit bien, c'est qu'on a reçu il y a quelques années une personne durant un dîner de famille où il y a eu une crise. En fait, il y a un membre de sa famille qui s'est énervé, ils n'ont pas supporté un différend, et il a pris la tour Eiffel qui était posée sur la table et il a heurté violemment
la tête de la personne. D'accord. Sauf que la tour Eiffel avait un petit bout pointu Oui, et elle est restée figée dans le crâne du patient d'accord. qui est venu à l'hôpital avec la tour Eiffel coincée Ah, d'accord. sur sa tête. Ok. Bon, rien de grave au final, hein. Il a fallu aller au bloc opératoire pour retirer la tour Eiffel. Le cerveau n'était pas touché. Et, C'est vous qui l'avez fait? oui, c'est moi-même qui l'ai fait, mais bon. Mais c'était un moment un peu... Bon, il y avait... Le patient allait bien. Oui. J'espère qu'ils ont réglé leurs problèmes. On espère pour eux, oui, pour les prochains repas. Leurs problèmes familiaux, on va dire. Mais bon, il n'y a pas eu aucune conséquence. Mais bon, c'était assez cocasse Oui, de voir un patient avec une tour Eiffel. C'est parti, j'imagine, des choses qu'on raconte après dans le service un peu légendaire. On a toujours plein d'histoires. Et qui est devenu la tour Eiffel? Figurez-vous qu'il l'a reprise. Il l'a reprise, il y tenait. Moi, je m'étais dit que peut-être on allait la garder comme trophée. Oui, c'est ça. Mais non, il l'a reprise. Apparemment, c'était une tour Eiffel. C'était une tour Eiffel importante dans sa famille. D'accord, très bien. En tant que spécialiste, comment voyez-vous à long terme l'avenir de la chirurgie? Notamment, vous en parliez, l'apport de plus en plus étendu à la robotique et aussi, pourquoi pas, à l'intelligence artificielle. Alors, pour moi, je suis très technophile en général, et je pense qu'il y a trois choses. La première, à court terme, je pense que le chirurgien restera toujours maître. On est l'un des rares métiers où la robotique et l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer un chirurgien. Je pense qu'à moyen terme, la chirurgie robotique, dans la chirurgie de la colonne vertébrale, va être une aide indispensable pour faire des chirurgies toujours plus sécuritaires pour le patient. Et c'est une aide. On a des aides à la conduite au quotidien. On a notre téléphone portable qui nous aide au quotidien à savoir où est notre chemin, combien de temps je dois faire cuire les pâtes, etc. Il nous aide, c'est une aide indispensable. On ne conçoit pas sortir de chez soi sans son téléphone. Et c'est pareil en chirurgie. On a besoin d'outils. Et à long terme, je pense que la chirurgie robotique, peut-être, pourra supplanter certaines techniques chirurgicales de manière autonome avec l'intelligence artificielle. Okay. Et à l'heure actuelle, je pense que dans un court terme, l'intelligence artificielle nous permettra de faire des diagnostics et de prendre des choix plus pertinents. Ça sera une aide. Je ne pense pas qu'il faille rejeter l'intelligence artificielle, mais je pense que ça doit être un outil. Il ne faut pas en avoir peur. Hein. Vous savez, moi, je suis de la génération qui a connu l'émergence d'Internet. Et à l'époque, on disait, oui, Internet va remplacer les hommes. Mais non, c'est devenu un outil. Un outil, dont vous servez quotidiennement. Et je pense que l'intelligence artificielle, on va s'en servir quotidiennement. Très soit bien. En chirurgie ou dans notre vie en général. Oui, bien sûr, tout à fait. Avez-vous déjà vu un film ou une série qui raconte bien votre métier, dans lequel vous êtes un peu reconnu, peut-être vous en tant que chirurgien? Alors oui, quand j'ai commencé mes études de médecine, il y avait à l'époque comment ça s'appelle ? Urgence. Urgence, oui. Urgence, où il y avait un neurochirurgien, en effet. Ah oui, je m'en souviens pas, d'accord. Il y avait un neurochirurgien. Non, c'était Grey's Anatomy. Ah. Voilà, il y avait un neurochirurgien. D'accord. Pardon. Et c'était Grey's Anatomy. Il y avait un neurochirurgien. Et pour moi, c'était la neurochirurgie ultra complexe, etc. Et avec le temps, étant devenu neurochirurgien, et je me dis, mais c'est bullshit. C'est pas possible. D'accord. Enfin, comme ça, déjà dans un bloc opératoire, on met tous un masque. Oui. Voilà. On ne reste pas à visage découvert. Oui, mais c'est plus facile de filmer à visage découvert. Donc, de temps en temps, il y a certains cerveaux qui étaient à visage découvert. Et c'était pas possible. D'accord. Mais non, oui, il y a quelques séries, mais ça reflète. Allez, on va dire 70% vérité, 30% D'accord. du cinéma. D'accord, vous n'avez jamais vu un film ou une série où vraiment vous dites oui, là je ressens. Non. Non, c'est compliqué, je pense que c'est pas télévisuel. Oui, peut-être. Surtout, et c'est difficile à raconter, les temps sont bien trop longs. Je pense que pour que ce soit divertissant, pour que ce soit divertissant, c'est nul de montrer un chirurgien coller à un écran pendant 3 heures avant d'aller opérer. C'est pas très fun. Mais bon.
Ah, il y en aura peut-être un bientôt qui réussira à nous montrer ça. Avec quelle personne rêvée vivante vous aimeriez boire un verre? Ah ben, alors, vivante, pas forcément. Bon, ou pas forcément, Ouais, c'est allez-y. Nelson Mandela. Ok, Euh, de par sa résilience, et il a vécu des choses terribles et il a su pardonner. oui, c'est vrai. Et avec un discours humanitaire et bienveillant, ou dans une époque où on est là avec toujours notre intérêt en premier, peu importe le coût ou l'impact qu'on aura sur les autres. Et ce discours-là me gêne beaucoup. Et en général, hein, je n'ai pas de discours politique particulier, mais Nelson Mandela était là, était quelqu'un qui me semble. Je pense que un dîner un jour avec lui aurait été un moment mémorable, parce Oui, que oui. c'est une personnalité extraordinaire. Comment sortir de la haine et de la rancune pour aller faire progresser tout le monde à l'échelle d'un pays? C'est extraordinaire. Et je pense que oui. D'accord. Moi, je pensais que vous allez justement parler de Kylian Jornet ou pourquoi pas Mathieu Blanchard pour qu'il vous donne des petits tuyaux. Oui, mais Vous avez peut-être déjà croisé, cela dit, sur m- des courses. de loin, hein, eux, Oui, c'est des athlètes élites, hein. oui. Moi, je suis plutôt en fin de Peut-être qu'au peloton, hein, ou au départ, milieu. oui. Et au départ, oui, on a croisé, pas Kylian Jornet, mais d'autres, oui. Mais non, non. Euh, oui, c'est des personnes que j'admire, qui ont un parcours exceptionnel. Mais voilà, mais je pense que le sport n'est pas une finalité dans ma vie, telle que la chirurgie n'est pas une Oui, finalité dans ma d'accord. vie. Ok. C'est interconnecté, mais je pense que en tant qu'humain, c'est bien d'aider les autres. Oui, non, même Nelson Mandela, on est d'accord. Là, vous avez tapé très haut. Oui, c'était la meilleure réponse possible. Ah bah ça va, j'ai bien répondu. Ouf. À part le sport, avez-vous une routine, habitude, manie ou moment qui fait du bien à votre corps? Allez, je dirais le café le matin. J'aime beaucoup le café, et ce qui me maintient Vous éveillé. le prenez avant de courir Non, je cours à jeun, et vous le toujours. prenez donc après. Et donc, globalement, je cours. Disons que le matin, réveil 5 heures, je mets mes baskets, je vais courir, je rentre, petite douche, je me change, direction le travail, et tous les matins, on se réunit avec toute l'équipe, 7h15, pour débriefer ce qui a été fait la nuit et ce qui doit être fait la journée. Et à ce moment-là, c'est le C'est le café. café Et avec ce les collègues. café est très réconfortant, et c'est un D'accord. moment important. Ok. Alors, si c'est pas la même, est-ce qu'il y en a une d'habitude ou de manie qui fait du bien à votre esprit? Euh, à mon esprit, ben, je dirais que c'est courir le matin. Ouais, c'est ça qui vous. Plus que parce que en fait, globalement, je fais du sport le matin, le soir. C'est ma routine, ou voire plus. Mais c'est matin, soir. Mais le matin, c'est un moment méditatif pour moi. À un moment, parfois, on court, on écoute un podcast, on écoute de la musique, ou on n'écoute rien du tout, et on se retrouve à la maison, en train de prendre sa douche. C'est assez particulier. C'est carrément de l'hypnose, presque, à peu de choses Oui, près. oui, mais il y a des techniques d'auto-hypnose, mais c'est pas volontaire. Mais en fait, on est tellement dans la réflexion, où on court toujours dans le même endroit, à la même Oui. heure, et parfois, on se rend pas compte du temps qui passe. Et c'est assez particulier, et j'ai besoin de ces moments-là pour, euh, pour avoir un peu. C'est comme de la méditation en pleine conscience. C'est un peu pareil pour Ok. moi. Alors, j'en fais beaucoup moins qu'avant, voire plus du tout, de la méditation pleine conscience. Je vous invite à faire ça, c'est très intéressant pour Ouais. le cerveau. Mais la course à pied me permet de la faire de manière un peu indirecte. D'accord. Et y en a-t-il une de manie dont vous aimeriez vous défaire? Alors, vous avez déjà réussi à vous passer de la cigarette, Ouais. mais est-ce qu'il y en a une autre de manie que vous aimeriez voir disparaître? Oui, effectivement, c'est le café le matin. J'ai j'ai une grande lutte que je mène depuis des années à essayer de Ah, réduire, de réduire, parce que le premier vous d'arrêter. fait plaisir, mais Oui, de réduire, d'arrêter, parce qu'en fait, je n'aime pas les addictions. Je veux pas être esclave du café. d'accord. J'ai l'impression que parfois, s'il y a ma machine à café me soumet, m'ordonne d'acheter des capsules ou des grains de café, peu importe, mais parce que j'en ai besoin le matin. Et ce besoin-là me gêne. Ah, Je me dis que je suis vous esclave vous de. méfiez de cette. Ah oui, bien, je veux être libre. Ça vous apporte de la joie le matin comme le lever, mais vous
vous dites, ah, il y a quand même un... Effectivement, parce que ça veut dire que c'est une habitude. D'accord. Et je veux pouvoir choisir si un jour je ne veux pas en prendre. Vous en buvez combien le matin? Allez, mes habitudes, c'est 2 le matin, parfois 3, mais c'est 2 le matin, 1 à midi, et j'essaie de limiter à 16 heures max. C'est pas encore... Ah, mais Vous avez déjà réduit. j'ai déjà bien réduit, hein. Ça pouvait être le double, voire le triple, hein. D'accord. Maintenant, je me limite à ça, mais j'ai pas réussi à descendre en dessous. Et pour conclure, est-ce qu'il y a une chose à accomplir qui vous comblerait, vous apaiserait? Alors ça fait partie des questions auxquelles je n'ai trouvé aucune réponse valable. La seule image que je pourrais dire, c'est que moi, je suis un peu comme l'eau bouillonnante pleine de vie d'un ruisseau ou d'un torrent. On a l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent en dessous. Et tant que le torrent est là, ben, l'eau coule et il y a des choses qui se passent. D'accord. Ça m'apaise. Et je préfère être comme ça, même si parfois ça m'amène à certains échecs, que me retrouver comme l'eau plate d'un étang, D'accord. un peu vaseuse. Et c'est pour ça que j'ai toujours besoin de mouvements, de projets et de choses qui se passent. Donc je suis pas sûr que je trouve... ma paix intérieure, je la trouve dans l'énergie, on va dire. Bah, c'était l'autre question que j'aurais pu vous poser. Est-ce que vous trouvez le temps de vous satisfaire, d'être au calme? Vous êtes hyperactif, vous avez beaucoup de projets, même vous ne dormez pas beaucoup. Mais est-ce qu'il y a des temps où vous êtes satisfait de votre parcours qui est quand même brillant, de vos performances sportives? Est-ce que vous prenez le temps parfois ou est-ce qu'il faut toujours aller encore de l'avant? Non, oui, je suis d'accord. Je pense que non. D'abord, je n'ai pas un parcours brillant. Nelson Mandela en a un. Oui, mais on ne peut pas tous être Nelson Mandela. Effectivement. Docteur, vous êtes quand même... Je suis d'accord, mais je n'ai pas un parcours brillant. J'ai mon parcours, c'est tout. Il y a des gens qui ont fait mieux. Et c'est des phares qu'on doit suivre, qui doivent nous inspirer. Mais j'ai pas un parcours brillant, c'est sûr et certain. Cependant, je pense que il faut s'inspirer des autres. Il faut s'entourer de personnes qui soient bienveillantes et essayer d'avoir une certaine bienveillance envers les gens qui nous entourent, essayer de faire un peu de bien autour de nous. C'est pas grand-chose, hein. Aider quelqu'un, porter les sacs d'une personne âgée, c'est un petit plus pour améliorer le monde. C'est largement suffisant. Et cependant, moi, j'ai cette particularité. Tout ce qui est passé est passé. Pour moi, ça n'a plus, hélas, trop d'importance. Mais je pense que il faudrait que je fasse un travail sur moi-même pour ça. Mais tout ce qui m'importe, c'est le présent, le futur. D'accord. Et donc, ce qui est important, c'est tout ce qui arrive. Et donc, il faut se préparer à ça. Et par exemple, si jamais un jour, un jeune médecin que vous avez côtoyé à Nancy vient vous dire « Nasser, c'est grâce à toi que j'en suis là, tu m'as beaucoup appris », est-ce que ça ne pourrait pas être de nature à vous dire que vous avez été aussi vous-même un phare pour cette personne ou pour ces médecins que vous avez pu former peut-être? J'ai déjà formé pas mal de médecins, mais est-ce que je suis leur phare, je ne sais pas. C'est pas une question que je me pose. C'est à eux de voir ça. Et c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Oui, peut-être qu'un jour, ils viendront vous trouver et que vous C'est serez important pour moi. fier. Cependant, je pense que je me dis peut-être qu'un jour, il m'arrivera quelque chose quelque part en France et j'aurai formé un bon médecin qui va m'aider et me sauver moi-même. Ok. Voilà. Et qui va m'aider et il va me dire c'est vous, le docteur Mansouri, qui m'avez formé, vous m'avez dit de faire ça et je l'ai fait. Voilà, et je vous ai sauvé. Et en fait, quelque part, c'est important de former les jeunes, c'est important d'être là pour eux, c'est important de leur expliquer leurs erreurs et faire en sorte que leur chemin soit plus court que le chemin que vous avez fait. Ok. Et je pense que si on arrive à faire ça, je vous donne un exemple. Si demain, il m'a fallu tant d'années pour développer des techniques mini-invasives à Nancy, ben, l'objectif absolu, on va dire, il m'a fallu 7 ans pour faire ça. Ben, l'objectif absolu, c'est que les jeunes, ils fassent ça en 3 ans. Et ceux d'après, ils fassent ça en 1 an. Parce qu'en fait, on leur a mâché le travail. Si on fait ça, ça veut dire qu'on a réussi notre métier de formateur et d'enseignant. Il faut qu'ils soient meilleurs que nous, nos élèves. S'ils ne sont pas meilleurs que nous, c'est qu'on a échoué, hein, c'est sûr. Ok. C'est le propre de l'humanité. D'accord, peut-être que vous serez d'accord avec cette image que j'aime bien quand on dit il a fallu qu'on marche pour que les autres courent.
Exactement. Donc vous avez marché beaucoup. Peut-être que d'autres médecins courront. Je me permettrai de reprendre. Elle n'est pas de moi, donc vous avez largement. Mais elle est très bien citée en tout cas. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous à Fragment pour suivre les prochains et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me proposer des questions pour de futurs invités. À bientôt!